Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez le 13e épisode du podcast Les enfants vont bien. Il y a de ces familles qui rayonnent, qui voient la part de positif en toute chose et qui donnent l'impression de survoler les difficultés. Leur différence ? La confiance, bien sûr. Émilie et Camille ont eu confiance en leur capacité à devenir mères, malgré un parcours difficile et peu accompagné. Une trompe bouchée impose à Émilie de passer par une FIV pour tomber enceinte. Et, par chance, malgré une hyperstimulation non diagnostiquée, elle tombera enceinte dès le premier essai. Lorsqu'elle décide de se lancer dans une deuxième grossesse, elle retourne à la citadelle de Liège, malgré tout, parce que leurs nombreux embryons y sont stockés et qu'elle souhaite les transférer sur Camille pour ce deuxième enfant. Après plusieurs échecs de transfert, c'est encore une fois elles qui prennent les choses en main et font des recherches pour compléter les examens. Elles font le choix d'arrêter le massacre de leurs embryons et de passer sur un protocole d'insémination artificielle en changeant de donneur pour mettre de nouvelles chances de leur côté. Après 3 tentatives ratées, c'est encore elles qui prennent la main sur leur dosage de stimulation, à ne pas reproduire chez vous bien sûr, et qui voient ainsi la naissance de leurs jumelles consacrer leurs efforts. La médecine, comme beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, est un art qui doit sa réussite avant tout à chaque praticien. À la citadelle, chaque médecin a son propre protocole. Le suivi a autant d'importance que les chiffres. La façon dont cette famille, qui porte très bien son nom, A Rainbow Family to Mom, vit chaque étape de sa vie donne une vraie leçon d'optimisme. Je vous laisse découvrir leur histoire dans cette première interview menée en tandem avec Émilie et Camille. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Émilie. Bonjour. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. De rien, avec plaisir. Ça fait longtemps que je suis ton compte et ça faisait longtemps que j'avais bien envie de te découvrir et de vous découvrir. Donc pour moi, c'est un vrai plaisir aujourd'hui. Est-ce que tu peux, du coup, me raconter un petit peu, te présenter, me présenter ta famille et me raconter un petit peu votre histoire ? Alors moi, je suis Émilie et il y a Camille à côté de moi qui travaille en télétravail. On a maintenant... Contexte oblige. Voilà, c'est ça. On a maintenant 3 enfants. On s'est rencontrés sur un site internet il y a 10 ans maintenant. Et voilà, quoi, ça roule comme sur des roulettes. D'accord. Donc, donc vous êtes rencontrés par le biais d'un site internet. Comment a débuté votre histoire ? Comment elle s'est poursuivie ? À quel moment est arrivé le désir d'enfant ? Est-ce que vous en avez parlé tout de suite, pas tout de suite ? Est-ce que tu peux me raconter ? Eh ben, au début, comme tout couple, on s'est pas mis ensemble tout de suite. On a appris un peu à se connaître et puis et rapidement quand même, je dirais 2-3 mois, on a fini par se mettre ensemble. On a commencé à vivre ensemble 2 ans après, je dirais. Et puis moi, j'avais envie d'enfant assez rapidement. C'est arrivé 2 ans après ça. D'accord. Je commençais déjà à en parler. Enfin, surtout la saouler avec ça. D'accord, parce que c'était une envie présente chez elle ou pas encore ? Pas encore, mais parce que Camille, il faut toujours la pousser un peu. D'accord. Mais ouais, pour moi, c'était très présent. D'accord. Et comment tu lui as évoqué ça ? Est-ce que tu avais toi déjà de ton côté réfléchi à ce que tu souhaitais, par où tu souhaitais en tout cas, comment tu souhaitais concevoir finalement et par peut-être quel pays tu avais déjà réfléchi, tu souhaitais passer ? Eh ben, je savais pas trop.
Mais à l'époque, on était dans le nord de l'Essonne et j'avais vu qu'au forum des associations, il y aurait une autre association. Enfin, je sais pas trop comment j'ai vu ça, mais j'ai vu l'association de la PGL et je lui avais dit, bah tiens, ça serait bien d'y aller et de s'inscrire et peut-être tu te rapproches pour dire quelque chose. Coucou, c'est Camille. Bonjour C'est Camille. à ce moment-là qu'elle m'a... Bonjour. C'est à ce moment-là qu'on est allé en réunion avec la PGL et qu'elle m'a laissé me dépatouiller toute seule avec cette association pour nous présenter le projet. Donc finalement, ça a commencé comme ça. D'accord, donc finalement, en fait, tu as été mise dans le bain tout de suite. C'est ça, moi je me suis complètement dégonflée, j'ai dit à Camille, tu poses toutes les questions, tu te débrouilles, et voilà. D'accord. Et alors, c'est fréquent qu'on me parle de cette association que moi je ne connaissais pas de base. Enfin, nous on est passé sans. En fait, vous avez pu avoir réponse à l'intégralité de vos questions grâce à cette association, en fait. Ah oui, complètement, parce que en fait, on arrive à la première réunion où on se présente, et ensuite ils nous dispatchent dans des groupes de parole avec d'autres personnes qui sont au même point que nous, qui en sont au même point que nous. D'accord. Donc on s'est retrouvés avec combien? 4 autres couples, 5 autres couples qui en étaient au même point que nous. Et du coup, on a pu poser nos questions et découvrir un peu tous ensemble comment ça allait se passer, partager nos expériences, ce qui nous a déçus, ce qui nous a pas déçus, et finalement avancer dans notre quête. D'accord. Donc en fait, au bout de 4 ans de relation, c'était il y a 6 ans si je calcule bien, vous avez lancé de suite le projet bébé suite à cette réunion avec la PGL? Ouais, c'est ça. Oui, parce que la réunion c'était en septembre et on a eu notre premier rendez-vous en novembre. D'accord. Tout de suite après. Est-ce que vous aviez vous aviez déjà des idées bien arrêtées de ce que vous vouliez ou vous avez dégrossi grâce à la PGL et ensuite vous avez fait un choix? Je pense qu'on avait une idée. On voulait un enfant blond aux yeux bleus. D'accord. Non. On savait qu'on voulait un donneur anonyme et on partait à la base avec l'idée de faire un enfant par insémination artificielle à l'étranger puisqu'on savait que c'était pas possible en France. D'accord. Vous n'étiez pas mariée à l'époque, hein. De toute manière, il y a 6 ans. Ah, quoi que. Non. D'accord. Ok. Donc vous êtes parti sur quel parcours précisément? Alors, on est parti sur l'insémination artificielle. Et quand j'ai fait, parce que c'est Émilie, c'est moi qui l'ai porté, quand j'ai fait tous les examens qu'on nous a demandés, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais les trompes, comment ils disent? Bouchées. Maintenant ils disent pas bouchées, ils disent les trompes imperméables ou perméables, je sais pas comment ils disent. Imperméables. Bon bref, elles étaient bouchées. Ça marchait pas quoi. Voilà, ça marcherait pas. Donc du coup, on a eu rendez-vous en Belgique et on m'a dit, il faudra passer par la FIV. Donc je suis passée par la FIV. Mais je crois pas que le parcours ait commencé là, puisqu'avant il a fallu trouver un gynécologue en France pour nous suivre. Et ça a été la première partie du parcours qui a été une vraie galère. Ouais. À l'époque, vous étiez un gynécologue en France. Ah ouais, à l'époque vous étiez dans l'Essonne, c'est ça, ou dans le nord de l'Essonne, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et donc là, vous avez rencontré de grandes difficultés à trouver sur cette région-là, en tout cas, un gynécologue qui a bien voulu vous suivre? Eh ben, je pensais pas, mais en fait, oui, j'ai bien appelé une quinzaine de gynécologues et c'était soit alors des réponses type c'est quoi la PMA venant de gynécologue quand même. Pardon, je rigole, mais ah non, mais c'est fou. Hein. Non, mais c'est dingue. Sinon, c'était ah non, nous on fait pas les couples homosexuels ou même à la prononciation du mot PMA, j'ai eu quelqu'un qui m'a raccroché au nez. Enfin, j'étais assez surprise, ouais. D'accord. Donc vous avez mis du temps à trouver un gynécologue. Vous avez finalement trouvé quelqu'un de bien, je suppose? Ah oui, j'ai trouvé quelqu'un de très très bien. D'accord, ouais. Ok. Et au-delà de chercher un gynécologue, la première décision que vous avez dû prendre, c'est qui porterait l'enfant? Oui, c'est vrai. Et comment ça s'est... Je sais même plus comment on est tombé d'accord. Si, moi je sais. Alors au début, c'est moi, Camille, qui devais porter ce premier enfant, mais comme j'étais encore apprentie à l'époque, on s'est dit que c'était peut-être pas une bonne idée pour pouvoir finir l'année et aussi financièrement. Donc finalement, c'est Émilie qui a fait le choix de porter le premier enfant. D'accord. Vous faites quoi toutes les deux dans la vie, si c'est pas indiscret?
Alors moi, Camille, à l'époque, j'étais pâtissière. Maintenant, je suis professeure des écoles. D'accord. Jolie transition. Et moi, je suis ouais, non mais Camille, c'est ça. Elle a fait 1000 métiers différents. D'accord. Et moi, Émilie, je suis enseignante en anglais. D'accord, ok. Oui, alors ça, j'avais suivi, étant donné que je vois que tu partages quand même pas mal en anglais. Donc, je m'étais douté qu'il y avait quand même une petite affinité avec l'anglais. C'est vrai. Ok. Bon, alors la raison est tout à fait judicieuse et justifiée pour le port de ce premier enfant. Vous avez trouvé votre gynécologue et vers quel pays vous vous tournez? Eh ben, dans notre groupe de parole, beaucoup s'intéressaient à la Belgique et notamment à Liège. Et j'avais entendu beaucoup de bien de Liège, donc voilà, comme un mouton, on a suivi. C'était aussi plus près géographiquement pour nous d'aller à Liège. D'accord, que d'aller. C'est vrai. À la Citadelle. Donc c'est la Citadelle, ouais, de Liège, plutôt que d'aller en Espagne ou plutôt que d'aller dans une autre ville belge? Même dans une autre. C'est vrai qu'on est tout de suite parti sur Liège. D'accord. C'est vrai que quand on a dans notre entourage ou dans notre réseau des parcours qui sont concluants sur certaines cliniques, forcément ça booste en fait. Ça donne vraiment envie de passer par ces cliniques. C'est exactement voilà. Alors comment ça se passe à la Citadelle? C'est quoi le protocole? Eh ben à l'époque, parce que ça a encore changé aujourd'hui, on avait un rendez-vous, en premier rendez-vous, on nous donne tous les examens à faire, donc ça dure 5 minutes. Ensuite, on nous pose aussi quelques questions pour savoir comment est-ce qu'on se projette avec un enfant dans notre couple de femmes sans figure paternelle. Donc, tu avais un entretien. Précisément, c'était ça. Un entretien psy? Enfin, non, c'est pas vraiment poussé, hein, c'est 2-3 petites questions, et puis voilà, quoi, on repart quand même avec nos papiers. D'accord. Et ils prennent aussi en compte à ce moment-là les critères physiques par rapport au donneur qui sera choisi. Et ensuite, oui, on repart avec notre liste d'examens à faire en France. Au niveau du donneur, donc, ce ne sont pas, enfin, c'est pas vous qui faites le choix, hein, c'est eux, et ils se calent sur les critères physiques de la deuxième maman, donc de Camille? C'est ça, la mère sociale. D'accord. Dans le cas où on choisit un donneur anonyme. Vous aviez donc le choix? Oui, oui. D'accord. On pouvait vous pouvez choisir un donneur semi-anonyme ou venir avec un donneur directement qu'on connaissait. Ah, d'accord. Et si vous veniez avec un donneur que vous connaissiez, vous pouviez bénéficier de ce donneur-là? Oui, il me semble que oui, puisqu'il nous laissait ces 3 possibilités. D'accord, ok, parce que c'est sur un précédent enregistrement, justement, il avait été question de venir avec un donneur, mais le donneur ne bénéficiait pas au couple qui l'emmenait. Ah oui. Donc voilà, non mais c'est très bien, c'est bon à savoir, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, pour le coup. Je sais que quand même les choses ont beaucoup changé depuis qu'on a eu Elliot. Et aussi que ça dépend beaucoup du gynécologue qu'on a en face de nous. D'accord. Ok. Donc oui, c'est pas strict en fait. Hein. Voilà, sur Liège, il y a peut-être divers protocoles fonction de la personne. Moi, je trouve que exactement. Je trouve que dans notre groupe de parole, on a toutes eu un gynécologue différent, mais à Liège, et on n'avait jamais les mêmes traitements, les mêmes protocoles. Ça différait vraiment beaucoup. D'accord. Donc vous avez ce premier rendez-vous. Vous repartez avec l'accord, entre guillemets, de pouvoir faire un enfant et tous les examens à faire en France. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On fait tout ce qu'il faut. On envoie tout ce qu'il faut par mail. Et du coup, c'est là que tu te rends compte que tu as les trompes bouchées? Oui, c'est ça. Et je les ai appelés du coup pour savoir si on pouvait quand même faire un enfant à Liège, et si on changeait de protocole, est-ce que ça allait poser problème? On m'avait rassurée en me disant que non, je passerais par la FIV, mais j'aurais encore un examen à faire. Alors ça s'est fait pendant un deuxième rendez-vous en Belgique, par contre. D'accord. Mais je les avais eu au téléphone. Mais oui, après on avait eu le deuxième rendez-vous quand même. Oui. D'accord. Et donc sur ce deuxième rendez-vous, donc vous revenez au deuxième rendez-vous avec les résultats d'examen, ou vous les avez communiqués par mail d'abord? On revient avec les résultats à ce deuxième rendez-vous. Et comme Émilie a les trompes bouchées, il nous demande de faire une hystéroscopie avant de pouvoir se lancer dans les essais. C'est ça, un examen supplémentaire. Mais on repart avec la liste de traitements hormonaux à faire ensuite. D'accord, donc il s'était rendu compte que tu avais les trompes bouchées sans l'hystéro en fait? Oui, l'hystéro, j'ai pas trop... Je pense que c'était pour
Alors, l'hystérosalpingographie, c'est ce qui a permis de voir qu'Emilie avait les troncs bouchés, mais l'hystéroscopie, c'était pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème pour l'accroche d'un embryon dans l'utérus. D'accord, ok, oui, c'est 2 examens différents, excuse-moi, c'est là où j'ai fait l'amalgame, ok. Donc du coup, résultat positif, je suppose, sur l'hystéroscopie. Et oui. Donc, tu peux poursuivre sur un protocole de FIV, c'est bien ça? C'est ça. Donc au cycle menstruel suivant, j'ai enchaîné avec les traitements. D'accord. Et là, on est quand, à peu près, dans le temps? On est en février 2016. On est en février 2016, d'accord. Donc tu commences les traitements en février 2016. Donc sur une FIV, c'est des traitements un peu plus lourds. Comment ça se passe pour toi? Alors c'était très lourd et je m'y attendais pas du tout. Pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu très très mal au ventre. Je pouvais plus marcher. Enfin, je pouvais marcher, mais je marchais vraiment très 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 lentement, pliée en deux. Enfin, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'ai appelé Liège pour leur en parler, ils me répondaient tout simplement que je pouvais prendre 2 Spasfon et que ça passerait. Donc, ils ont quand même procédé à la FIV. On a fait la ponction. D'accord. J'avais 32 ovocytes. Oui, tu as donc très très bien réagi. Oui, quelque chose comme ça. Voilà, très 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 trop réagi. Oui. Et ils en ont fécondé 16. 16, oui. Ah oui, quand même. Vous aviez du stock, on va dire. Hein. Voilà, j'ai fait un bon stock au congèle. Ouais, tu m'étonnes. Et voilà, et j'étais encore très très mal. Hein. J'avais très très mal au ventre. C'était vraiment terrible. Et en fait, une fois rentrée en France, ils savaient que j'avais très mal, mais ils ne sont pas posé plus de questions, hyperstimulation ou non. Ils n'ont pas mis de mots là-dessus. Ils ont quand même fait. Il n'y a pas eu de mise en garde. Il n'y a pas eu de mise en garde non plus. Et j'ai quand même. Il y a quand même eu un transfert d'embryon. Ah oui, voilà. 3 jours après la ponction et en étant en hyperstime, ce qui, je pense, se voyait à l'échographie puisqu'ils font une échographie avant de faire un transfert. Oui, moi ils ont rien dit. C'est que après, quand je suis allée voir mon gynécologue en France, je sais même plus si c'était 1 semaine ou 2 semaines après. Je savais même plus si j'étais enceinte ou pas. Je me souviens plus. Qui m'a dit que ça va pas du tout, je suis en hyperstimulation stade 2, que c'est très dangereux. Il a commencé à me faire peur. Il m'a dit voilà, on risque l'embolie pulmonaire, on risque je sais plus quoi aussi. Enfin, tout ça pour dire que c'était très grave, qu'il fallait que je reste allongée. D'accord. Je devais porter des bas. J'avais des injections de Lovenox pour la coagulation du sang. Je passais pas un bon moment, quoi. Ouais, tu m'étonnes, mais c'est quand même étrange qu'ils n'étaient absolument pas informés de ce qui se passait en Belgique. Enfin, c'est leur job quand même. Eh ben oui, et c'est rigolo parce que, enfin rigolo. Dans notre groupe de parole, on entendait souvent que s'il y avait hyperstimulation, c'était très rare qu'ils fassent quand même les transferts, parce que ça pouvait être dangereux justement. Mais complètement, normalement ils le font pas. Donc bon, moi ils l'ont quand même fait. D'accord, donc c'est étrange. Et donc, du coup, avec tous ces traitements, toi, tu sais toujours pas si ça a fonctionné ou pas? Alors, j'ai fini par le savoir. Oui. Et ça a fonctionné. Et c'est ce que me disait le gynécologue en France. Il me disait, mais vous inquiétez pas, qui dit hyperstimulation dit enceinte, quoi. Mais c'est fréquent qu'on me dise ça. Dans la majorité. Effectivement, a priori, sur un cycle avec hyperstimulation, a priori, les grossesses prennent. Voilà, donc c'est dans mon cas, c'est vrai, ça a pris et c'était un positif. D'accord. Et alors là, sur un premier essai, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, oui, on s'y attendait pas du tout. Ouais. Parce que c'est toujours pareil, on entend des parcours super longs, super durs. Donc là, on se dit qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Je douille, mais on a quand même beaucoup de chance. Oui. Comment vous le vivez, vous? Eh ben, très heureuse, même si je douille. Ouais, tu m'étonnes. Non, c'était vraiment, c'était super chouette. Ouais, tu m'étonnes. Franchement, c'est une vraie réussite. Enfin, sur un premier essai, on n'a même pas le temps de se poser la question de savoir si oui, non, ça va marcher. Enfin, bon, voilà, c'est génial. Ça. Et au niveau de vos boulots respectifs, alors, il a fallu que vous vous absentiez pour faire la FIV. En plus de ça, du coup, sur une durée beaucoup plus longue qu'une insémination, puisqu'il y a il y a eu un transfert en suivant. Comment ça s'est passé? Eh bien, j'en ai discuté directement et très franchement avec, c'est pas ma supérieure, hein, mais c'était la principale du collège, parce que j'étais dans un collège.
et que je lui avais dit que je me lançais dans une PMA, hein, donc j'ai fait les papiers d'absence comme pour des couples hétérosexuels qui rentrent en PMA, et j'ai eu le droit à des jours d'absence PMA, ça s'appelle comme ça. D'accord, donc dans l'éducation nationale, vous avez droit à ça, même si tu es un couple homosexuel. Alors c'est là où la loi est assez floue là-dessus, parce que je lui avais présenté la loi justement en me disant bah voilà, il y a quand même un flou. J'ai joué là-dessus et finalement elle a accepté. Si on est très pointilleux et qu'on veut appliquer la loi, les employeurs ne sont pas obligés d'accorder ces jours-là pour des couples de femmes. Mais je pense qu'une fois qu'on leur a présenté la loi, s'ils refusent... Ouais. Il y a quand même un flou juridique là-dessus parce qu'il n'y a pas écrit PMA entre hommes et femmes, en fait. Oui, d'accord, c'est pas précisé. Je sais plus exactement ce qu'il y a écrit, mais... D'accord. Oui, puis bon, en 2016, le mariage était légalisé. Je pense que... Enfin, c'était quand même déjà un peu rentré dans les mœurs. Le congé paternité, deuxième parent, était déjà acté pour les couples homosexuels. Donc, je pense que bon, en soi, vous étiez certes dans le flou, mais bon, vous en avez bénéficié et je pense que c'est pas à tort, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors, comment se passe la grossesse ? Alors, j'ai été beaucoup absente à cause de l'hyperstimulation, déjà. Oui. Je crois que j'ai passé 2 mois et demi alité. Ah oui, quand même. À plus pouvoir bouger. Oui, c'était long. Mais maintenant, ça me manque. Ah oui. Bon, forcément, hein. Donc 2 mois et demi alité. Je suis retournée travailler, mais très peu longtemps parce qu'après, c'était les grandes vacances. En septembre, j'ai essayé de reprendre, mais mon gynécologue m'a arrêté assez tôt, on va dire en octobre. Et Elliot est né en novembre. D'accord, oui, donc finalement, tu as passé une grossesse relativement calme, on va dire. Est-ce qu'elle était sereine ? Alors, pas totalement, parce qu'on a aussi déménagé. Et on a fait beaucoup de travaux dans la nouvelle maison. D'accord. Donc c'était actif. C'était un peu rock'n'roll vers la fin. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais bon, ça c'est bien terminé. Bon, c'est le principal. Vous avez voulu savoir si c'était un garçon ou une fille ? Oui. Oui, bien sûr. On l'a su assez tôt d'ailleurs. Ah bah oui. D'accord. Ouais. C'était un garçon, on l'a su assez tôt et c'était super chouette parce que moi je voulais vraiment un garçon, je me voyais avec un garçon en premier, donc c'était parfait. Ah bah, impeccable alors, ça tombait super bien. Au moment de la naissance d'Elliot, comment ça s'est passé pour vous deux ? Bah sur un petit nuage. L'accouchement s'est bien passé. C'est le moment de dire la vérité ou pas ? C'est le moment de dire la vérité. C'est le moment d'arrêter de tout cacher. Alors pour toutes les femmes qui n'ont pas encore accouché, n'écoutez pas ce moment-là. Alors Émilie a fait une énorme déchirure et a eu une énorme épisiotomie. Vas-y, tape la fiche. Non mais il faut le dire, ça existe, il faut le dire. Oui, d'accord. Ouais. C'était un petit peu l'enfer. Ouais. Moi, ça m'a fait beaucoup paniquer quand j'ai réalisé que dans quelques heures, on serait 3 et qu'on serait plus jamais 2. Ouais. Mais finalement, une fois qu'on voit ce petit machin, c'est tellement émouvant. c'est incroyable. C'est un sentiment qui est vraiment bouleversant. Et toi, Camille, du coup, parce que c'est vrai que souvent on me pose la question, on peut pas savoir en tant que maman biologique si on a fait que porter les enfants, enfin, s'il y a que nous qui avons porté les enfants et on s'est jamais retrouvé dans le rôle de la deuxième maman. Comment ça se passe pour une maman, une deuxième maman, quand le bébé arrive ? Comment tu te sens ? Quel amour tu ressens pour cet enfant ? Enfin, comment tu te positionnes ? Je pense que déjà, on a eu de la chance puisque dans notre hôpital, tout se passait dans la même salle. Donc, pendant qu'Émilie était en train de recevoir des soins, moi, j'étais avec Elliot. Donc, j'ai jamais été séparée de lui. Je le voyais avoir ses soins. J'ai pu le prendre tout de suite avec moi et le garder ensuite. Et je pense que c'est très important ce moment-là, ces premiers moments de vie. Et je me suis tout de suite sentie mère, je crois. Même avant qu'il soit là. Dès que j'ai su qu'Émilie était enceinte, j'ai senti que j'étais sa maman. Et en fait, ils m'ont dit, gardez-le dans vos bras parce qu'il a très froid. Et du coup, j'ai emmitouflé ce petit bonhomme dans mes bras et j'ai su que j'étais tout de suite amoureuse de lui. Il était tellement mignon. C'était mon fils, en fait. J'en ai jamais douté. Ouais, du coup, au même titre que nous, en fait, finalement, les mamans qui portons, c'est... Ouais, on tombe amoureux de suite, quoi. Ouais, c'est ça.
Pas nécessairement, en tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Après, je conçois que pour certains, ça puisse ne pas se passer. Non, c'est vrai que c'est le cas. En plus, j'exagère en disant, enfin, je suis pas très juste en disant qu'on tombe amoureux de suite. Il y a effectivement des mamans qui n'arrivent pas à se trouver tout de suite et à trouver l'amour vis-à-vis de leur enfant. Ça vient beaucoup plus tard et en général, d'ailleurs, c'est même encore plus puissant. Mais bon, voilà, faut pas. Mais c'est vrai que c'est rassurant, je pense, parce que souvent, on peut se poser la question de savoir comment on va se positionner par rapport à cet enfant, comment on va trouver notre place et comment on va trouver peut-être même l'amour vis-à-vis de cet enfant, parce que même si on l'a désiré, c'est pas forcément évident de savoir comment ça va venir en fait. Oui, d'où l'importance d'aussi présenter son couple à l'équipe médicale pour qu'il puisse nous considérer comme un parent, comme n'importe qui, parce que nous. Il m'avait demandé si j'avais des allergies par rapport à mon enfant, tellement ils avaient oublié ce facteur de non génétique, en fait. Oui, c'est vrai. Je trouve que ça fait très plaisir, ce genre de questions. Ouais, c'est vrai. Plusieurs fois, c'était trompé. Ouais, ça arrive assez... Ah bon, après, je pense que c'est de l'ordre de l'habitude chez eux, mais c'est vrai que, du coup, ça prouve bien qu'ils nous considèrent comme un couple lambda, en fait. Oui, c'est ça. Donc, du coup, une fois Elliot... arriver à la maternité et du coup rentrer chez vous, vous faites votre petite vie, vous découvrez la vie de famille. Est-ce que vous prenez la décision de lancer l'adoption relativement rapidement et donc du coup forcément d'enclencher un mariage, ou est-ce que vous prenez votre temps? Alors le mariage, on s'en était occupé. C'était prévu. Voilà, c'était prévu. On s'est mariés en mai et on a lancé l'adoption en mai justement, puisqu'il faut attendre les 6 mois de l'enfance, les 6 mois révolus de l'enfant. Oui, complètement. Elliot est né quand, pardon, j'ai pas en novembre 2016. Bah oui. En novembre 2016. D'accord, ok. Donc en mai. Donc on s'est mariés à ces 6 mois et dès qu'on a été mariés, on est allé chez le notaire tout de suite après. C'est ça. D'accord. Comment ça s'est passé pour vous, l'adoption? C'est pénible de remplir des papiers. C'est pénible et surtout ça fait mal au cœur d'écrire une lettre de motivation, puisque c'est réellement ça, une lettre de motivation pour expliquer qu'on est déjà une mère en fait. Ouais. Trouver des mots pour parler de quelque chose qui pour nous existe déjà mais qui pour eux n'existe pas. Ouais, complètement. Je trouve ça très difficile. C'est la justification qui est vraiment difficile, parce que en soi on demande à personne d'autre de justifier du lien de filiation qu'il peut y avoir avec son enfant. Exactement. C'est très hypocrite comme démarche. Oui, c'est très hypocrite. Après, je pense qu'ils ont appliqué bêtement les procédures d'adoption standard à nos cas, à nous. Et donc bon, voilà. C'est comme ça pour le moment. J'espère que ça changera, mais pour le moment, voilà, c'est pas parti pour changer tout de suite, en tout cas. On croise les doigts. Ouais, on croise les doigts. Vous avez été convoqué au tribunal ou vous n'avez pas eu besoin d'y aller? Vous dépendiez de quel tribunal à l'époque? Le tribunal d'Évry. Évry, d'accord. On a été convoqué 1 an et quelques après, c'était juillet 2017 18 Juillet 2018. Oui, juillet 2018. Mais c'était hyper long. Sachant qu'on avait rappelé régulièrement le tribunal pour avoir des nouvelles de nos dossiers. À chaque fois, on savait qu'il passait l'échelon supérieur. Donc ça avançait, mais c'était très long. C'est très très long. Ouais, effectivement. Mais on était contente d'enfin recevoir notre demande de... C'est pas un rendez-vous, mais notre demande d'audience. De se présenter devant les juges et qui lisent notre cas. Donc on y est allé avec Elliot, on est passé devant 7 juges qui ont repassé les photos entre eux tout en faisant des commentaires. Et puis voilà, ça a duré quoi? 10 minutes? Oui, c'est ça. 10 minutes, bon bah voilà, nous prononçons l'adoption d'Elliot à ce jour, et c'était fait quoi. D'accord. Bon, vous avez donc eu la réponse instantanément en fait? Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Et alors, donc maintenant que vous êtes une famille reconnue par l'État, vous avez donc décidé d'agrandir votre famille. De se relancer là-dedans. C'est là que ça se passe. C'est là que c'est devenu compliqué. Oui, parce que bon, avant, ça va. On a à peu près, on sait où on va. Alors, explique-moi, racontez-moi. Pour
pour la deuxième grossesse, c'est Camille qui porte. Chacun son tour. Voilà. Je crois qu'on a commencé, Elliot avait 1 an et demi. Donc, non, moins. En Un peu moins 2017. On a commencé en 2017. Ouais. Il avait moins d'1 an. Ah oui, vous vous êtes relancé relativement rapidement. Oui. Ah, on savait pas ce qui nous attendait. C'est ça. Toujours à la Citadelle. En avril 2017, premier rendez-vous. Donc pareil, liste d'examens, etc. On explique qu'on partait plutôt sur un transfert d'embryons congelés pour que je puisse porter les embryons d'Émilie, puisqu'il nous en restait 15, donc ça va. Pourquoi ne pas les utiliser finalement. Tout à fait. Et le premier essai a eu lieu en septembre 2017, donc avec un transfert d'embryons congelés. Échec. Ah, Octobre, échec. Décembre, échec. Ah oui. Vous en transfériez 1 ou 2 à chaque fois? 1, puis 2, puis 1, c'est puis ça. 2. On alternait un peu. Ça dépendait. D'accord. Après, je sais plus qui t'en a parlé de ces examens avec Matrice Lab. Alors après, je pense qu'on en avait marre de ces échecs et c'est nous qui avons demandé à la gynécologue belge si on ne pouvait pas faire d'autres examens ou quelque chose pour savoir s'il n'y avait pas un problème. Parce que quand Camille s'est lancée dans le protocole, ils ne lui ont pas fait faire d'examen précis ou elle est repartie dans un protocole similaire? Si j'ai fait une hystérosalpingographie et une hystéroscopie. D'accord, donc toi aussi tu avais fait les mêmes examens pour voir si ça pouvait s'implanter ou pas. Oui. D'accord. Il t'avait aussi stimulé, vous aviez fonctionné sur cycle naturel ou il t'avait stimulé pour préparer l'endomètre, tout ça, ou rien du tout? Au début, il me semble que j'ai fait un essai sans être stimulée, puis avec stimulation au Gonalef pour les autres essais. D'accord, ok. Donc du coup, au bout de 4 essais, tu demandes des examens complémentaires? Au bout de 4 essais, toujours rien, 4 échecs, et la gynécologue me parle d'une biopsie d'utérus. Matrice Lab. D'accord. Et qui te permet de savoir qui coûte cher. Oui, je me doute. Qui coûte très cher, c'est vrai, et à faire à Paris, dans certaines cliniques qui le proposent. C'est un examen qui n'est pas encore reconnu par la sécurité sociale. Hein. Et ça permet d'apporter quelle réponse? Alors ça permet, c'est un petit peu compliqué, mais en fait c'est une analyse de cellules utérines pour savoir s'il n'y a pas des cellules qui sont trop agressives et qui empêcheraient l'implantation d'un embryon, ou au contraire qui ne sont pas assez agressives et qui entraîneraient des fausses couches, il me semble, dans ce cas-là. D'accord, ok. Oui, ça apporte des vraies réponses quand tu as des problèmes de fertilité. En théorie, oui. Et le problème avec cet examen, c'est que tu peux pas faire d'essai 1 mois avant, ni dans les 3 mois après? En fonction du traitement. Voilà. D'accord. Pour quelle raison? Parce que c'est un examen qui est invasif et qui empêcherait peut-être la prise d'une grossesse, ou parce qu'il y a des injections de produits qui sont contre-indiquées? Alors déjà, les résultats sont très longs à arriver. En général, ça peut être, c'est au minimum 1 mois. En fait, tu envoies ton petit morceau d'utérus dans un tube, dans une enveloppe. Et ensuite, tu attends très sagement tes résultats avec impatience. Et on te reconvoque pour te reproposer un traitement en rapport avec ce que le gynécologue a trouvé. Et donc, tu le fais, tu attends de voir si c'est un minimum efficace. Ensuite, tu peux faire un essai. Et c'est un examen qui a une durée de validité de 9 mois, il me semble. D'accord. Et alors, quels sont les résultats que vous avez obtenus suite à cet examen? On me dit que mon utérus contient trop de cellules agressives. D'accord. Et on me propose au début comme traitement une perfusion de lipides. J'ai oublié quel était le nom exact, mais une perfusion de lipides, en fait, c'est réellement ça. C'est donc une perfusion pendant 2 heures à faire à l'hôpital. Je ne sais plus combien de temps avant un transfert. Donc je fais ça. Je refais un transfert d'embryon congelé qui ne fonctionne toujours pas. Et on me propose du coup de refaire une perfusion et de voir si cette perfusion a eu un effet sur mes cellules trop agressives. C'est ce que je fais. Donc je refais une deuxième biopsie. D'accord. Et ils me disent que ça n'a aucun effet. D'accord. Donc on me propose un autre traitement
qui sont des injections de l'Ovenox, un anticoagulant. Donc, injection à faire dès le transfert jusqu'aux 3 mois de grossesse, il me semble. Ah oui, assez lourd quand même. Hein. Et donc, je pars là-dessus, parce que j'ai pas d'autre alternative. Et en août, on décide d'arrêter les transferts d'embryons congelés, puisqu'on a déjà consommé ou gaspillé, je sais pas comment, 7 embryons, je crois. Il m'en reste plus que 6 là. Voilà, donc faites le calcul. Oui. Il en reste 9. Enfin, on en a bousillé, entre guillemets, 9. 9. D'accord. Du coup, on décide de partir sur les inséminations artificielles et on décide aussi de changer de donneur, puisque moi, je suis de rhésus négatif et qu'Émilie est de rhésus positif et que le donneur était de rhésus positif. Voilà, c'est ça. D'accord. Et que malgré ce que les gynécologues nous disent, que visiblement ça n'aurait pas trop d'influence. Moi, en lisant pas mal sur d'autres sites de cliniques, je m'aperçois qu'ils proposent toujours des donneurs ayant un rhésus le même, un rhésus identique avec la maman. Quoi. Oui, ce qui est en général donc, cohérent. Je décide de prendre un donneur de rhésus négatif. D'accord. Toujours à Liège. Toujours à D'accord. Liège. Non, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question dans la mesure où vous avez eu quand même une hyperstimulation non diagnostiquée et là on vous suit pas vraiment sur ces échecs de changer de clinique. On est resté là-bas aussi parce que les embryons étaient à Liège et qu'on ne savait pas du tout si on pouvait les transférer ailleurs, comme on a commencé avec des transferts d'embryons. D'accord. Donc insémination avec un nouveau donneur anonyme mais de rhésus négatif. Ça ne fonctionne pas. Ah, d'accord, ça fonctionne pas. Ok, comment vous vivez les échecs? Parce que... Donc la sixième échec. Ouais, voilà, 6e échec. Là, on se pose et on se regarde et on se demande si on va pas aller en Espagne. Voilà. Parce qu'on n'a plus d'argent. Oui. Et que s'il faut tenter le tout pour le tout, autant aller en Espagne qui a la réputation de... tant pis pour les hyperstimulations, mais au moins on met le prix et on repart avec un bébé, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un peu la réputation de l'Espagne. Oui. Non, c'est vrai. J'écris à Eugène, qui me propose un rendez-vous Skype, il me semble. C'est ça, ouais. Et en même temps, on fait une autre insémination, donc en septembre 2018. Ouais, c'était le dernier essai. Et le jour où j'attends une réponse d'Eugène, j'apprends que je suis enfin enceinte. Waouh. Donc sur finalement une insémination, alors que logiquement les FIV prennent quand même plus facilement, enfin même les transferts simples prennent plus facilement que les inséminations. D'accord, bon, super. Enfin. Enfin. Ouais. Ok, et donc alors, en plus de ça, tu découvriras forcément un peu plus tard que ce n'est pas de 1 mais de 2 bébés quand tu es tombée enceinte. Oui. Ce qui est encore plus magique, je dirais. Comment vous découvrez la présence de ces 2 bébés? Eh ben, on le découvre pas avant l'échographie. Oui, nécessairement. En fait. Mais vous avez fait... Non, mais parce que souvent les personnes disent mon taux d'hormones, c'est quoi? C'est les bêta-HCG. Oui, tout à fait. Oui. Il a doublé, mais il est beaucoup plus haut que la moyenne, donc c'est forcément des jumeaux. Mais en fait, pas du tout. Enfin, en tout cas, chez Camille, pas du tout. Ils étaient tout à fait dans la norme. Donc, on s'est pas dit, il va y en avoir 2. Oui. Donc, on y va, complètement sereine, à l'aveugle, à cette échographie. On est super contente. On a super hâte d'entendre le cœur battre, etc. Et puis, on entend un cœur battre. Et puis, le gynécologue nous regarde et dit à Camille, vous avez une grande voiture. Ce qu'on comprend pas tout de suite parce qu'on dit de quoi il parle, pourquoi il parle de voiture. Il me dit vraiment ça comme ça, vous avez une grande voiture. Du coup, je lui dis, mais pourquoi vous me dites ça? Il y en a un deuxième. Il aurait pu dire, il y en a 3. Oui, c'est vrai, non. Et alors là, est-ce que vous l'aviez envisagé? Est-ce que vous en aviez parlé avant? Ou est-ce que c'est une grosse surprise pour vous? Alors, on en avait un peu rigolé avant. Voilà. On en rigole toujours. Voilà, sous forme de blague. Parce qu'il faut savoir que Camille, dans sa famille, beaucoup de cousins sont jumeaux.
sa sœur a failli être jumelle. Oui, il y a un son terrain. père a eu 2 enfants, c'est des jumeaux. Enfin voilà, il y a que de ça dans sa famille. Et donc on a fait beaucoup de blagues là-dessus. Et sur le dernier essai, on en a fait qu'à nos têtes en disant on va presque doubler les doses d'hormones. Et tant pis s'il y a des jumeaux, de toute façon c'est tellement rare que ça ne nous arrivera pas. Moi j'avais dit à Camille, tu vas voir que ça va nous arriver. Enfin bref, c'était la blague. Ça il faut pas le dire. Hein. Bah si, il faut le dire. Et voilà, blague faite, on avait un peu oublié cette blague. Et bon bah voilà, le boomerang est revenu et bah finalement c'est vrai quoi. Comment vous réagissez à ce moment-là? Alors moi, Émilie, personnellement, je panique. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc je ressors de ce rendez-vous, je voyais absolument tout en double. Je me disais, oh là là, il va falloir acheter tout en double, ça va être l'enfer, est-ce qu'on a de la place à la maison? Enfin voilà, moi je commençais déjà à paniquer. Toi, je sais pas, t'étais comment? Moi, je crois que j'étais contente. Sereine. J'étais enfin enceinte, donc c'était surtout ça le principal. Il y avait 2 cœurs qui battaient, c'était surtout ça qui... Ouais. Non, je pense que c'était une bonne nouvelle pour moi. C'est quand même exceptionnel une grossesse multiple, donc c'est chouette. Exactement, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour le coup. Quand tu étais, parce que je suppose que tu as été monitorée avant de partir sur cette insémination, donc je suppose que tu savais à peu près avec combien de follicules tu partais, mûrs, j'entends. Oui. Est-ce que c'était envisageable ou pas ou Alors, pour dire clairement les choses, voilà comment ça s'est passé. C'est qu'on a donc comme Émilie je sais que c'est mal de faire ça, mais c'était le 7e essai, on en avait ras-le-bol. Mais comme l'a dit Émilie, on a augmenté les doses d'hormones de notre chef choix. Et j'avais 5 follicules matures. Ah oui. Et sur le papier, on en a noté un seul. Voilà. On a menti, c'est vrai. Ils vous demandaient pas d'avoir le papier du labo, enfin du cabinet. D'accord. À l'époque, non. D'accord. Ok. Donc voilà ce qu'on a fait. Ne le faites pas chez vous. Non, ne faites pas ça. Vous allez vous retrouver avec des multiples. Non, ne faites pas ça. Surtout qu'avec 5, effectivement, normalement, ils font pas d'essai. C'est ça, oui. Exactement. Voilà. Ok, bon, belle surprise, mais alors en même temps, vous l'avez cherché, j'ai envie de dire. Exactement. Et alors, la grossesse se passe comment? Bien, jusqu'à 1 mois et demi, où je commence à avoir des saignements, un décollement placentaire. Donc, je suis arrêtée pendant 1 mois. Ensuite, je reprends. On apprend en décembre que c'est 2 filles. D'accord. Ce qui a été extrêmement difficile à vivre pour nous. Ah, vous vouliez encore un garçon? Et ouais, on adore avoir un garçon à la maison, donc on comptait vraiment là-dessus. On s'était projeté dans une maternité de garçons. Je pense que c'est parce qu'on avait un garçon. Hein. Je sais pas si on voulait réellement plutôt un garçon, mais en tout cas, on se sentait à l'aise dans la parentalité avec un garçon. Et de savoir que c'était 2 filles, ça a été très, très difficile à accepter. Ensuite, la grossesse a continué son cours jusqu'à fin janvier, où là, mon gynécologue m'a arrêtée. Il m'a dit, c'est une grossesse gémellaire, on prend pas de risque, je vous arrête. Dizygote, la grossesse. Ensuite, de poche de placenta? Comment? C'était une grossesse dizygote. Oui. Ouais. Ok. Ce qui change, je le précise, mais ce qui change vraiment la donne sur les chances de réussite de la grossesse et aussi sur le déroulé de la grossesse, puisque clairement les monozygotes c'est très compliqué, il y a trop de risques et du coup ils surveillent vraiment beaucoup et ils arrêtent très 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 vite. Oui, tout à fait, oui. Et après ça, on a passé beaucoup de temps allongé. Grossesse multiple. Ceci est un impératif. Ensuite, monitoring à la maison 1 fois par semaine par la sage-femme. En avril, Émilie part en voyage scolaire en Angleterre. Le terme était pour quand? Le terme était pour fin juin. D'accord. Oui, c'était un peu risqué. Je crois qu'on aime bien nous le risque. Je crois que vous l'aurez compris maintenant. C'est un peu notre dada. Oui. Donc Émilie part. Moi, j'avais mon échographie du 2e trimestre. Ma sœur était venue chez moi pendant 1 semaine pour pouvoir m'aider avec Elliot puisque j'avais pas tellement le droit de bouger. Donc elle m'accompagne à cette échographie de 2e trimestre.
Et là, la gynécologue me dit le col est trop court, vous restez à l'hôpital. Oui. Bon, relativement prévisible. Donc moi, j'apprends ça, je suis en Angleterre. Je suis ravie. Tu m'étonnes, le stress. Ouais, j'étais vachement stressée. Donc là, tu as été hospitalisée jusqu'à la naissance des filles? Non, heureusement, j'ai été hospitalisée moins d'une semaine, il me semble. Oh, finalement. Le temps d'avoir les injections de corticoïdes. Et voilà, une surveillance pendant une semaine plus rapprochée. J'ai hérité de 2 monitorings par semaine à la maison en sortant. Mais par contre, interdiction formelle de faire quoi que ce soit à part chauffer le canapé. Ce qui est très dur pour Camille, mais alors très très dur. Oui, l'alitement strict, c'est compliqué. Hein. Et les filles sont arrivées du coup quand? Est-ce qu'elles sont arrivées finalement en avance ou pas? Et finalement, les filles sont arrivées le 1er juin, donc le terme était le 25 juin, donc avec quelques jours d'avance, et parce que j'ai été déclenchée pour début de prééclampsie, et aussi parce que l'une des deux avait un poids extrêmement bas par rapport à sa sœur et que l'écart commençait à se creuser. Ouais, c'est souvent. Et aussi que le placenta était, elle avait plus de liquide amniotique. Oui, bon, c'était la fin, quoi. fallait que. C'était la fin. Fallait qu'elle naisse. C'est vrai que les écarts de poids, ça va souvent avec la prééclampsie, hein, d'ailleurs. Donc, bon, c'était, ça devait te pendre au-dessus de la tête quand même. C'est ça. D'accord. Et alors là, la découverte de vos petites poupées. Et alors là. Donc, Zoé est née par voie basse naturellement. Kali, il a fallu aller la chercher. Oui. Elle n'avait pas envie de sortir. On avait préparé Camille psychologiquement à cela. Que le gynéco aille la chercher, quoi. Bah oui, parce que c'est pas rien. C'est pas rien comme manipulation. C'est pas rien, non. C'est ça. Elle descendait pas, rien, donc. Elle était surtout en siège. Elle était en siège en plus. D'accord. Donc un deuxième accouchement rock'n'roll. C'est ça. Ouais. Ça va assez vite quand même comme accouchement, mais. Oui, en général ça va vite. Ils vont vite les chercher, hein, les seconds. Oui. Et du coup, elle pesait quel poids à la naissance? 2,180 kg. D'accord. Les deux ou la petite, Kali? Non, alors la plus petite 2,180 kg et la plus grosse 3,50 kg. Oui, elle avait bien profité. Elle avait bien profité. Elle profite toujours bien. D'accord. Un peu de néonate du coup ou pas du tout pour Kali? Pas du tout. D'accord. Finalement, non, pas du tout. Ils ont surveillé. Des petites battantes. Et donc vous êtes repartis à la maison au bout d'une semaine, quoi? Oui. D'accord. Et alors, cette nouvelle vie à 5? Ah bah ça, c'est rock'n'roll. Oui, nécessairement. C'est très fatigant, éprouvant. Ouais, mais il s'est rajouté tellement de choses à tout ça, en fait, que je pense qu'on était beaucoup plus qu'épuisés, finalement. Ça va mieux aujourd'hui, hein, on s'en sort, hein. Mais alors, il y a eu déjà la nouvelle vie à 5, donc 2 bébés plus un enfant de un peu plus de 2 ans qui demande encore beaucoup d'attention. 2 ans, oui. Qui comprend peut-être pas forcément pourquoi on est toutes les deux en train de donner à manger et que lui, il peut se retrouver tout seul. Donc, il faut trouver des choses à faire pour le petit pendant ce temps-là. Il faut trouver un moment pour lui lire encore des livres, jouer encore avec lui. Et puis, Kali, qui vomissait tout le temps ses biberons, donc elle prenait quasiment pas de poids et on n'avait personne pour nous dire ce qu'elle avait exactement. Donc on a beaucoup galéré avec ça, on a mis beaucoup de temps. On sait toujours pas trop ce qu'elle a, hein, finalement. On a changé de lait, on nous a dit qu'elle est allergique au lait de vache et au gluten, donc on avait encore tout changé, son alimentation. Encore aujourd'hui, on retourne chez l'allergologue parce que il faut qu'on continue de voir si elle est encore allergique. Bon, avec ce confinement, on va pas avoir la réponse tout de suite. Oui, clairement, ça va être un peu plus long, on va dire, pour avoir une réponse. C'est ça. Mais ouais, on vous a. Donc ça, c'était super inquiétant. On vous a pas parlé de reflux? Alors, elle avait énormément de reflux. Donc, mais le problème, c'est qu'on a vu beaucoup de spécialistes et ils se disaient tous le contraire. Non, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est arrivé en plein été et que aucun pédiatre ne voulait nous recevoir en rendez-vous en urgence et même pas l'hôpital. Donc, on a vu une pédiatre qui nous a immédiatement dit qu'elle était allergique au lait de vache sans creuser plus
la question des reflux. D'accord. Moi, c'est vrai que souvent, le reflux est lié à l'intolérance aux protéines de lait de vache. Peut-être pour ça qu'elle est partie Oui, là-dedans. mais pas toujours. Non, pas toujours, je te comprends. Oui, c'est oui, clair. oui. Mais je pense que du coup, elle a fait une généralité. Oui. Donc, et donc là, les filles ont 9 mois, c'est ça ? C'est ça. 9 mois. Les petites poupées, elles sont vraiment magnifiques. Hein. J'invite nos auditeurs à aller voir votre compte Instagram. C'est 2 petites poupées trop mignonnes. Elliot aussi, hein. Je dis pas le contraire. C'est vrai que ça... oui. ils sont tous les 3 très, très, très beaux. Est-ce que... Non, mais c'est vrai. Faut y aller, faut aller voir. Est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir à l'adoption des filles ou pas encore ? Si, on a pris le temps. Je devais passer au tribunal cette semaine, c'est mort pour le moment. Ah oui, non, oui, là, oui. Parce que, ça y est, voilà, les 2 dossiers sont prêts, j'ai plus qu'à les déposer, en fait. D'accord. Oui, surtout, a priori, si vous dépendez toujours d'Evry, vous risquez d'avoir encore plus d'attentes. C'est vrai que ça me paraît tellement long ce que vous annoncez comme délai, mais moi, je sais qu'entre Juliette et les triplés, le délai s'était considérablement allongé, donc je suppose que ce sera la même pour vous. Après, bon, de toute manière, il faut passer par là, donc on n'a pas le choix. C'est ça, on n'a pas vraiment le choix, et ce qui est injuste parce qu'on a déjà un enfant et il faut réécrire une lettre de motivation pour dire qu'on est encore mère. Enfin, c'est complètement. Surtout quand c'est des multiples et qu'il faut réécrire la même chose. le même dossier. Oui, c'est vrai. Après, avec un peu de chance, vous n'aurez pas besoin de passer en audience. Hein. Souvent, ils se soustraient à ça pour déjà pour désengorger les tribunaux, et dans la mesure où ils vous ont déjà vu une fois, logiquement ils n'auront pas besoin de vous revoir. Mais bon. Ah bah si on doit les après, revoir, on y va tous ensemble, hein, et ça va pas les faire Ça va vite être expédié. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Un 4e bébé ? Et des nuits complètes surtout avant. Vrai ? Vous souhaitez vous lancer dans un 4e ? Eh ben, on se pose beaucoup la question, ouais. Malgré tout. D'accord. Mais ce serait le dernier. Non, mais c'est super, hein. Enfin, moi, je peux pas vous dire le contraire. En espérant que ce soit pas des multiples. Hein. Ah non, moi, je veux pas faire. Exactement, le risque est là. Hein. Non, on va être très, très sage. On va être sage cette fois, promis. Et vous savez qui éventuellement le porterait ? Vous avez réfléchi ? Oui, c'est Émilie qui le porterait, c'est moi. Parce que si on fait Camille, elle va nous refaire des multiples. D'accord. Toujours à la Citadelle, vous pensez ? Et oui, puisque mes embryons sont toujours là-bas. Donc du coup, tu récupérerais tes embryons. D'accord. Ok, c'est un super projet, honnêtement. Ouais, on réfléchit à quand on va faire ça, pas trop tard, pas trop tôt. On y réfléchit encore un petit peu. Oui, parce que là, du coup, tes embryons datent de 2016, ils sont conservés jusqu'à 2021, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Oui, donc bon, ça arrive quand même relativement vite, 2021. Voilà. C'est pas dans 3 ans. Moi, franchement, je souhaite qu'une chose pour vous, c'est que vous agrandissiez votre famille si vous le souhaitez. Famille qui est déjà magnifique. Et 4 enfants, c'est que du bonheur. Alors évidemment, c'est de l'organisation, mais c'est beaucoup de bonheur. C'est ça. Et j'ai une dernière question. Est-ce que pour vous, un enfant peut être heureux avec 2 mamans ou 2 papas ? C'est sûr. Bah oui, aucun c'est sûr. doute. Les nôtres sont heureux. Quelle évidence. On en est certaine. De toute façon, on les aime Ils ont l'air. On les aime tellement que ça se passe super bien. C'est nos rayons de soleil. C'est ça. Ouais, c'est super. C'est vrai que vous êtes dans une configuration qui est particulière, et je dirais particulièrement difficile, puisque vous avez 3 enfants de moins de 3 ans, ce qui est quand même chaud, hein, soyons clairs. Et pour autant, on voit que vous en profitez pleinement. Alors évidemment, c'est pas facile tous les jours. Évidemment, je suppose que tout le monde s'en doute, mais vous le faites pas du tout ressentir, et vous avez une famille qui est magnifique. Merci. On donne tout, hein. On donne tout. On sait qu'on va être fatigué, mais on donne tout. C'est pour les enfants, c'est pas voilà. Ouais, non mais c'est génial, parce que franchement, je pense que ça fait envie en fait. Et puis c'est vrai que mine de rien, dans les familles qu'on suit souvent, il y a rarement des familles de 3 à 4 enfants. Parce que pour nous, c'est quand même hyper... Enfin, c'est pas simple de concevoir des enfants, ça a un coût. Et au bout d'un moment, voilà, ne serait-ce que pour une question d'organisation, on se stoppe. Ouais. Et du coup, c'est vrai que, voilà, enfin, vous, en tout cas, vous faites vraiment rêver, quoi. C'est gentil.
C'est normal. Je vous remercie encore une fois beaucoup à toutes les deux de vous être rendues disponibles et d'avoir partagé votre parcours avec nous. Je pense que ça va en rassurer plus d'un. On va essayer que tous ne fassent pas trop de bêtises avec leur dosage de stimulation. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vais inviter nos auditeurs à aller consulter votre compte Instagram. Et puis, je remettrai en lien de cet épisode le site de la Citadelle à Liège pour qu'ils puissent se renseigner et accéder aux informations, ainsi qu'à nouveau le lien de la GPL. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous trouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Émilie et Camille, @rainbowfamilytomom, le lien vers la clinique La Citadelle à Liège par laquelle elles sont passées, ainsi que, à nouveau, le lien vers le site de la GPL. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Less alone, less alone.